Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Aimeriez-vous faire décoller, voler et atterrir un Boeing 737? Eh bien, une nouvelle entreprise à Laval vous donne la chance de vivre cette expérience dans un simulateur. Et on l'a même essayé. Il y a le chanteur Étienne Cousineau qui s'est fait connaître à la voix grâce à sa voix, qui va venir nous parler d'un beau concert de Noël dans lequel il va chanter. Et tous les profits de ce concert iront à la Société Alzheimer Laval. 2015 approche à grands pas et l'heure est au bilan. Nous dresserons celui de Laval Technopole. Il sera aussi question de l'émission de logiciels antivirus, de kickboxing et même de plantes dépolluantes pour la maison. L'édition de la semaine du 16 novembre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. L'un des fleurons de Laval est sans conteste le Centre des affaires internationales Laval Technopole. Notre prochain invité en est le directeur par intérim depuis le mois d'avril dernier. Il vient nous tracer le bilan de l'année 2014. Bruno Seguin, bienvenue à Laval et compagnie. Bonjour, merci. Ça me fait plaisir. Vous êtes quoi, à peu près 6 mois de votre mandat en tant que directeur intérimaire? C'était début avril. Je me souviens plus de la date exacte, dans la première semaine à peu près du mois d'avril. Et vous avez pris le volant à un moment où c'était bien important de le prendre parce qu'il y avait eu des bouleversements juste avant vous. Oui. Vous étiez conseiller depuis 2006, puis là, on vous donne les rênes. Est-ce que vous avez pu mettre, d'une certaine façon, votre imprimature sur Laval Technopole? Sur Laval Technopole, plus ou moins. Sur le Centre des affaires internationales, c'est sûr que notre mandat était quand même assez... On avait déjà défini pour le plan d'action pour l'année en cours. Donc, les premiers 6 mois, c'était beaucoup de... Business as usual. Business as usual, puis ça le demeure. Là, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire pour 2015. Ça devient un peu... là, ça devient plus croustillant parce qu'il faut faire des choix, il faut déterminer quel projet on fait. Le reste avait été conjointement avec ma directrice qui était sur son départ. Donc là, c'est plus après 6 mois, là, c'est sûr que ça devient un peu... On lui donne sa saveur puis ses orientations, mais c'est un mandat de continuité. C'était pas un mandat de faire changement. Là, on avait un modèle d'affaires qui fonctionnait, donc c'est toujours... de poursuivre là-dessus. Là. Face à l'image, est-ce qu'on a dû, comment je vous dirais, faire un petit peu de cosmétique sur le Centre des affaires internationales? Non, on a une bonne image. Ça a été vraiment business as usual. Les gens nous connaissent bien dans le milieu des affaires, en tout cas. Surtout l'équipe, là, on commence à... Moi, ça fait 8 ans cet été. J'ai une collègue, ça fait 6 ans et demi, donc j'avais une bonne équipe. Une autre collègue, ça fait 2 ans et demi à peu près, donc on est connus. Les entrepreneurs nous connaissent, donc ça facilite le travail. On n'a pas à défricher puis à partir dans le vide. Là, donc... Peut-être juste expliquer, vous servez à quoi? Parce qu'on connaît le Centre des affaires, division de Laval Technopole, mais on ne sait pas tout à fait à quoi ça sert. C'est ça. Nous, on est un organisme régional de promotion des exportations. Donc, on s'occupe de la région et de la ville de Laval pour aider les PME sur le territoire à développer les exportations. Donc, à vendre plus sur des marchés étrangers. Ça peut être dans certains cas, on fait des activités hors Québec. On a une mission commerciale à Vancouver la semaine prochaine. On fait des missions, c'est ça. Vous avez été en France, vous avez été en Amérique du Sud aussi. On est en Amérique du Sud beaucoup. Donc, on a encore des projets sur l'Amérique du Sud. Les États-Unis l'année prochaine, on va retourner en Europe. Et on fait aussi beaucoup d'accompagnement individuel. On parle de quoi? 200 d'accompagnement, j'ai vu à quelque part dans votre documentation? Oui, à peu près. On travaille avec une centaine d'entreprises. Des fois, ça va être de manière très ponctuelle sur un besoin précis. Quelqu'un nous appelle, j'ai besoin de tel renseignement ou d'un contact de tel type. Ça peut être un avocat spécialisé, ça peut être un contact dans les services gouvernementaux à l'étranger. Donc, il y a beaucoup de ressources qui existent. Donc, il y a beaucoup des fois, ça va être un petit accompagnement. Des fois, ça va être on va travailler avec eux sur une longue période de temps pour les aider à exporter. Et il y a de plus en plus de compagnies de Laval qui s'exportent justement à l'international. Puis vous avez souligné tout ça avec la 16e édition du prix des prix Mercador. Je vais mentionner les lauréats, si vous le permettez. Entre autres, produits de laiterie Blue, GA International, Dynapac, Hydraulico International, Monpac International. Ces entreprises-là, elles ont quoi une fois qu'elles ont cette certification-là de la part des prix Mercador? Est-ce que ça les aide? C'est un événement de reconnaissance. C'est pas un concours. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on se regroupe avec différents partenaires qui travaillent au niveau du soutien aux exportateurs à Laval. Donc, c'est surtout des partenaires publics, le gouvernement du Québec, le Développement économique Canada. En fait, eux, ils ne participent pas directement au concours. Là, je me trompe, mais Investissement
Québec, Exportation EDC, Exportation Développement Canada, je ne vais pas oublier des gens, Emploi Québec, donc le CLD tous ces Laval. acteurs-là. Ces acteurs-là se regroupent. On a un comité qui permet d'échanger sur les entreprises, puis et nous, chacun soumet ces entreprises chouchous de l'année, qui ont eu des beaux succès, qui méritent, qui ont eu des beaux accomplissements. Puis on a différentes catégories avec des critères très précis. Donc là, c'est un vote et on détermine à l'unanimité un tel dans telle catégorie. Donc, on a de nouveaux exportateurs, on a diversification de marché, on a pratique novatrice en ressources humaines, on a leader à l'exportation et on a implantation à l'étranger. Vous êtes là depuis 2006, vous avez vu les avancées qu'a fait le Centre des affaires internationales. On est dans une période faste en ce moment? Pour les exportations, je dirais que c'est une période où on attend la reprise. Moi, c'est drôle parce que je suis rentré en 2006, en plein quand le dollar a commencé à... Oui, parce que la récession, c'est quoi? C'est 2008 à peu près? À monter, oui. C'est ça. Il y a eu la montée du dollar canadien qui a fait que les exportations faciles vers les États-Unis se terminaient. Et après ça, il y a la récession aux États-Unis. Donc, depuis 2006, on travaille beaucoup à aider les entreprises à diversifier, à aller sur des nouveaux marchés. C'est pour ça qu'on a fait des projets sur l'Amérique latine, beaucoup. Là, on regarde beaucoup sur l'Europe. C'est sûr que le marché européen, l'économie européenne ne va pas très bien, mais avec l'accord de l'économique et commercial qui s'en vient, qui va ouvrir le marché européen, il y a plein d'opportunités là-bas. La reprise américaine, donc la période faste, on la voit. Elle s'en vient. Elle s'en vient. Puis je sais que les différents gouvernements, tout le monde, l'exportation, c'est une priorité pour le développement économique. Donc, l'abolition des CLD, est-ce que ça va vous toucher? Oui, probablement. Mais on relève pas directement du CLD, mais c'est sûr que ça change. Ça chamboule. Ça va changer la donne un peu. Pour l'instant, c'est... Il y a Véronique Proulx qui reprend cette chaise-là au printemps. Est-ce que vous allez retourner comme conseiller? On verra. Vous ne savez pas encore? Normalement, oui. OK. Mais... Sur une note de 10, vous vous donnez quelle note, justement? Je dirais qu'au niveau de l'équipe, puis le Centre des affaires internationales, on est assez satisfait de notre année 2014. C'était pas un mandat facile, mais l'équipe a très bien répondu. Donc, moi, je me donnerais un 8-9 pour l'équipe, mais au niveau personnel, je vais être plus modeste, donc disons un 7. On peut dire que les deux notes combinées, ça fait quand même une belle note. Oui, et ça termine bien une année, n'est-ce pas? Super. Merci, Bruno. Au plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de recevoir Étienne Cousineau, ambassadeur de la Société Alzheimer Laval, ainsi que Mme Diane Tremblay, coordonnatrice des événements, pour parler du concert bénéfice qui aura lieu le 18 décembre à la salle André-Mathieu. Bonjour à vous deux. Bonjour. Madame Tremblay, avant de parler justement du concert bénéfice et le lien avec Étienne Cousineau, j'aimerais savoir juste c'est quoi en fait la mission de la Société Alzheimer Laval. La mission de la Société Alzheimer Laval, c'est vraiment d'aider les personnes atteintes ainsi que leurs proches aidants. Parce qu'ils ont besoin d'aide beaucoup et ce concert bénéfice qu'on fait, comme les autres événements que je coordonne, c'est justement pour ramasser des fonds pour continuer les services spécialisés à ces personnes-là. Et c'est des milliers de personnes à Laval. Tout à fait. Plus de 6 000. Et c'est une maladie qui est très difficile pour les gens autour, effectivement. Et c'est quoi qui a justifié votre choix d'Étienne Cousineau en tant qu'ambassadeur? Bien, je l'ai connu parce qu'il a donné un petit concert aux sélections en 2013. Puis j'ai trouvé sa voix, je veux dire, était distincte de les autres. Et je l'ai approché pour, être ambassadeur pour nous. Et j'ai fait des recherches aussi sur Internet. J'ai vu qu'il était à Laval, qu'il connaissait bien Laval. Ça tombait bien! Bien, tout se concrétisait bien, puis j'ai fait l'approche. Mais c'est l'année d'après qu'il est revenu vers nous. La disponibilité n'était pas là en 2013. Donc, c'est un hasard qu'il venait de Laval. Je pensais que le choix était à cause de ça. Oui, non, c'était comme ça. Moi, j'ai trouvé, quand il a chanté, j'ai vu ça, là, visionnaire. J'ai dit, hey, ça serait le fun, ça, c'est quelque chose de spécial, de distinct, j'aime ça comme ça. Puis j'ai fait des recherches, puis je l'ai approché, puis ça fait qu'un an après, il m'a renvoyé un petit courriel, dire, et voilà, là, je suis prête, j'ai de la disponibilité. Un an plus tard! Ben, ça ne donnait pas, j'avais tellement, puis je me dis, tant qu'à être porte-parole ou ambassadeur, je veux donner du temps. Je veux donner du temps, ça ne sert à rien de dire, OK, je vais l'être, mais je peux jamais être avec vous. Quoi. Donc, je pense qu'il n'arrive rien pour rien dans la vie. Puis quand Diane te l'a demandé, ça a été quoi ta réaction, à part, je suis trop occupée pour le moment? Ça me tentait, j'avais envie de m'impliquer.
pour une cause, puis l'Alzheimer me touchait davantage, ma grand-mère maternelle ayant été atteinte de cette maladie-là. Donc, dans ma famille, j'ai vu parce que j'étais très jeune, mais je veux dire, j'ai vu un petit peu par après les souffrances que cette maladie-là peut apporter, pas tant à la personne qu'aux proches, parce que c'est une maladie les gens ne deviennent plus eux-mêmes. La personne ne se rend pas nécessairement compte de ce qui se passe. Au début, oui, j'imagine. Au début, c'est difficile la transition parce qu'il y a des journées qui s'en rendent très compte, puis d'autres journées, ils se sentent partir. Tu te sens comme dégénéré, ça doit être très difficile. C'est très difficile, les débuts, mais un coup que ce côté-là est fait, qu'ils ne se souviennent plus trop, chaque matin, c'est une nouvelle journée. Donc, nous, à la Société Alzheimer, quand on les reçoit, quand on les héberge, et chaque journée, chaque matin, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau départ pour eux. Mais c'est la famille, là, c'est les proches aidants que eux. Là, il faut travailler avec eux autres parce qu'ils ont de la misère à laisser aller les choses. Et là, vous avez décidé, pour ramasser des fonds, de faire un concert bénéfice. Tu prêtes ta voix. Oui. Toi qui étais à la voix. Oui, voilà. Donc, c'est moi qui leur ai proposé l'idée d'un concert de Noël. J'adore la musique de Noël, j'adore chanter Noël. Donc, j'ai dit pourquoi pas mêler les deux. J'ai réuni autour de moi une brochette d'artistes. Je suis quand même assez content. T'as été les contacter un par un. Un par un, et chacun a accepté de venir. Gratuitement, de remettre, d'être très généreux pour la cause afin que tous les profits aillent pour Société Alzheimer Laval. Et quels artistes, entre autres? Alors, on a ma collègue de la voix, Julie Mascotte. On a le comédien Renaud Paradis, le quatuor Quartum, la chanteuse classique Geneviève Charret et Kim Richardson. Alors, c'est un concert de chansons de Noël, mais vous faites aussi d'autres covers. Oui, effectivement, il va y avoir une petite section de comédie musicale, mais des chansons qui parlent d'amour, donc on bifurque un petit peu là, de Noël, mais principalement Noël, accompagné par 4 musiciens. Il va y avoir des solos, des trios, des duos, quatuors, des numéros d'ensemble. Donc, une semaine avant Noël, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de venir voir un super beau concert. Ben oui, tout à fait. Et là, c'est là que ça se passe, qu'on doit acheter les billets. Oui, il faut que ça soit sold out, là. Oui, il faut que ça soit sold out. 827 places. 827 places. Est-ce que la vente de billets va bien jusqu'à maintenant? Oui. Ça commence, puis les affiches, la promotion se fait de plus en plus. Puis moi, c'est drôle, on m'arrête dans la rue puis on dirait hey, j'ai vu l'affiche du concert de Noël. Donc, tardez pas trop à acheter des billets si vous voulez avoir des bonnes places. C'est un beau cadeau de Noël en plus. Oui. C'est une belle sortie à faire en famille. Oui. Pour une bonne cause. Oui, puis tous les profits s'en vont à Société Alzheimer de Laval. Donc, on se fait un cadeau puis on fait un cadeau en même temps. Donc, le concert bénéfique va avoir lieu le 18 décembre, à la salle André Mathieu. Exactement. C'est à 19h. Oui. Et pour acheter les billets, on peut aller à salleandrémathieu.com. Oui. Même le numéro de téléphone, c'est bon, c'est 450-667-2040. Oui. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Tremblay. Étienne, bonne carrière à toi, ça va bien? Ça va tu m'as dit que tu étais fatiguée parce que tu étais en spectacle. Oui, ça n'arrête pas, là. Mais je me plains pas. Ça va pas arrêter pendant le temps des fêtes, j'imagine. Non plus. Ben, bonne continuité. Ben, merci. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir mettre la puissance, je relâche les freins, puissance à fond, et ensuite vous mettez les deux mains sur les commandes. Excellent. On voit ici la puissance qui augmente, 80%, 80%, et ça c'est fidèle à ce qu'il y a. Tout à fait, exactement. L'entreprise nouvellement installée à Laval de notre prochain invité permet au commun des mortels de ressentir les sensations et les émotions de piloter un Boeing 737. Nous recevons le cofondateur, pilote et instructeur d'Aérosim Expérience Laval, Pierre-Loup Coster. Merci d'être à Laval et compagnie. Bonjour Eric, merci à vous. J'ai vécu l'expérience, je m'en remets à peine. Vraiment, c'est une expérience absolument fabuleuse. D'abord, pouvez-vous nous décrire votre entreprise? Oui, bien sûr. Alors, Aérosim Expérience, finalement, c'est une entreprise qui va permettre au grand public de prendre les commandes d'un avion de ligne, ce qui était jusqu'à maintenant une chose qui n'était pas permis, puisque c'était réservé aux pilotes, à l'élite, si on peut le dire, puis aux pilotes pour l'entraînement, pour leur entraînement quotidien, donc les pilotes des grosses compagnies aériennes comme Air Canada. On a décidé, nous, donc, d'ouvrir ce simulateur qui est un Boeing 737-800 de nouvelle génération
à tout le monde, de permettre vraiment à des personnes qui n'ont aucune connaissance de venir s'essayer dans un cockpit avec un instructeur. Ils vont prendre les commandes du simulateur et ils vont pouvoir faire absolument tout ce qu'ils veulent, puisqu'on en a une base de données de 24 000 aéroports. On a la possibilité de changer la météo, de changer les destinations, de changer absolument tout ce qu'on veut. Donc les personnes vont vraiment avoir la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ça, bien sûr, accompagné d'un pilote qui sera là pour les aider tout le long du vol, pour répondre à toutes sortes de questions, bien sûr, pour leur dispenser un petit briefing avant de se rendre dans le simulateur, parce qu'effectivement, on a plutôt l'impression de rentrer dans une fusée quand on n'a jamais vu ça. Parce que ça ressemble, à s'y méprendre, à vraiment un cockpit de Boeing 737. Là. Exactement, et c'est pour nous, finalement, ça a été une bonne surprise, puisqu'on a eu la chance d'avoir un pilote d'Air Transat qui est venu s'essayer dans le simulateur et qui a bien confirmé qu'effectivement, tout est identique à un simulateur et un vrai cockpit de Boeing 737. Tous les pitons sont les mêmes, tous les écrans sont les mêmes et tout est opérationnel. C'est-à-dire que tout marche, l'autopilote marche, les manettes, tout marche absolument, tout est fonctionnel. Donc le moindre bouton qu'on va s'amuser à toucher, il va y avoir vraiment une répercussion. Donc il va y avoir une action à chaque action. C'est ça, tout à fait. Je le sais, comme je vous l'ai dit pour l'avoir essayé, je suis un néophyte. Si je suis un pilote, est-ce que je vais ressentir la même émotion? Alors, pour un pilote, finalement, le simulateur, il va surtout servir à l'entraînement et au maintien de la compétence. C'est-à-dire que pour au niveau des gestes, dans le fond. Tout à fait, exactement. C'est au niveau des gestes parce que, comme vous avez pu le voir lors de votre venue, c'est qu'effectivement, il y a des boutons partout. On en a sur le côté, on en a devant nous et on en a même au-dessus de nous. Donc, pour un pilote, ça va permettre vraiment d'apprendre ce qu'on appelle les flows. C'est-à-dire que la mise en route de l'avion se fait d'une certaine manière. Il faut aller toucher un peu les boutons partout. Et quand on a des pannes dans la réalité, ça arrive aussi de temps en temps, pas souvent heureusement, quand on a des pannes, il faut être préparé dans les meilleures conditions. Et c'est le meilleur outil à des prix qui sont très compétitifs pour s'entraîner. C'est-à-dire aller chercher vraiment les actions à effectuer et il faut s'entraîner, il faut le refaire, il faut le refaire, il faut le refaire. Et ça, pour un pilote, notre simulateur, c'est vraiment l'outil idéal. Vous avez déjà piloté un Boeing 737 à part d'être dans un simulateur? Non, malheureusement pour moi, ce sera quelque chose que je souhaiterais faire dans la vie. Pour l'instant, non, je ne l'ai pas fait encore. J'ai piloté des jets d'aviation d'affaires qui, au niveau des performances, ressemblent un petit peu au Boeing 737. Mais ce serait effectivement un objectif à long terme pour moi. Qu'est-ce que les gens vous disent en sortant du simulateur? Alors les gens, la première impression qu'ils ont, et ça c'est flagrant depuis qu'on a ouvert, c'est vraiment le retour qu'on a de tout le monde, c'est que c'est un simulateur fixe. Mais les gens ont vraiment l'impression de bouger. Parce qu'effectivement, ils sont dans un cadre et dans un univers qui est très immersif, avec un écran qui fait 200 degrés et qui donne vraiment l'impression, effectivement, quand on recule lors du pushback au niveau de la porte d'embarquement, on a vraiment l'impression de reculer pour de vrai. Quand on fait des virages, d'ailleurs, la plupart des gens se penchent dans les virages parce qu'ils ont vraiment l'impression de bouger. C'est le premier retour qu'on a, c'est assez impressionnant, c'est très immersif, on a l'impression de bouger, c'est incroyable. Et effectivement, on a l'impression d'être aux commandes d'un avion. Est-ce qu'il y a autant de gars que de filles qui vont essayer votre simulateur? Pour l'instant, on n'est pas ouvert depuis très longtemps. 10 jours, on a eu quasiment que des garçons. J'espère que les filles vont arriver. Oui, parce que c'est une expérience quand même intéressante à faire. Et aussi, un des usages, il peut être thérapeutique. Les gens qui ont peur de l'avion peuvent peut-être, à quelque part, un peu se désensibiliser avec votre simulateur, n'est-ce pas? Exactement. On propose des thérapie aéronautique, des stages en fait contre la peur en avion, l'aérophobie, puisqu'effectivement le produit qu'on a, c'est un produit idéal pour traiter les gens qui ont peur en avion, puisque la peur en avion finalement c'est un manque de connaissances qui peut amener à avoir certaines appréhensions ou de l'angoisse. Est-ce que ça peut jouer aussi avec l'oreille interne? J'imagine que oui. Oui, ça peut jouer aussi, exactement. Donc c'est des choses qu'on va proposer sous forme de programme, de thérapie aéronautique, pardon, soit sous forme de forfait de 2 heures, soit sous forme de journée entière, où là on va avoir vraiment, on va rentrer plus en détail dans le fonctionnement d'un avion, etc., etc. On va avoir des parties théoriques, des parties pratiques. La pratique se fait dans le simulateur avec des instructeurs qui sont spécialisés en sécurité aéronautique. Et pour ça, on a une entreprise partenaire qui est elle, spécialisée en sécurité aéronautique, qui s'appelle INUC International, qui travaille notamment avec l'OACI, qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est des programmes qui sont uniques au monde. On est les seuls à proposer ça au Canada, mais on est les seuls à proposer ça en partenariat avec cette entreprise dans le monde. C'est un programme qui est vraiment très innovateur.
Et ROCM Expérience, c'est à Laval. Et comme l'a dit Pierre-Loup, ça vient de débuter. Les heures de réservation ne sont pas trop difficiles à trouver encore en ce moment. Et c'est un beau cadeau de Noël à s'offrir, que ce soit pour 30 minutes ou ça peut aller jusqu'à une journée. Mais là, c'est autre chose. Pour la thérapie. Oui, exactement. Alors, pour information, réservation, 450-490-1316, aerosimexperience.com. Sinon, l'entreprise en tant que telle est située au 11-17 des Certes Nord de l'autoroute 440. Du lundi au vendredi, c'est ouvert de 10h à 19h et les week-ends de 9h à 19h. Et Pierre-Loup est justement souvent présent, de même que votre associé Dimitri Vachon. C'est exact. C'est une très belle entreprise et c'est surtout, je vous dirais, très émotionnant que de vivre ça. Je vous remercie de me l'avoir fait vivre. C'est moi. Merci Pierre. Un plaisir à été pour moi, merci. Après avoir parlé de pilates, de yoga et de TRX, Roberta Argelo est un peu plus violente cette semaine et elle nous parle de kickboxing. Oui, j'avais besoin de me défouler, donc je suis allée essayer le kickboxing au complexe, le Phoenix. Oui, non, quand même, oui. Est-ce que tu sais c'est quoi exactement le kickboxing? Ben, je connais un petit peu, mais j'en ai jamais fait, en fait. J'ai fait du Thai Bo. Thai box, ça se ressemble. Là, ça, c'est plus, il va y avoir plus de coudes, puis il va y avoir plus de genoux aussi. Mais le kickboxing, ça, c'est vraiment de la boxe. C'est la facile pour l'expliquer, là, c'est de la boxe, mais avec des coups de pied. OK. Fait que tu vas apprendre dans le cours à faire donc des coups bien sûr, de boxe, là, comme le jab, le cross, uppercut. Mais on frappe vraiment dans quelque chose ou c'est comme des cours avec un Mais c'est ça, mais il y a quand même une structure dans le cours. Donc, ils t'apprennent à donner des coups de poing, des coups de pied aussi. Et quand tu es plus avancé, là, tu vas apprendre aussi à éviter et à bloquer des coups. Donc, quand tu fais de la compétition et tout ça, ou que tu es plus avancé dans le cours, tu vas apprendre aussi à faire ça. Ça a été inventé dans les années 60, en fin de compte. C'était grâce à la popularité grandissante d'arts martiaux comme le karaté, comme Fu, taekwondo. Et au début, bien sûr, c'était juste pour les professionnels. Donc, c'était un sport de combat qu'on fait dans l'arène, dans le ring de combat. Et par la suite, depuis quelques années déjà, mais on le fait pour se mettre en forme. Donc, on n'a pas besoin, on ne va pas aller se combattre, on ne va pas aller faire des compétitions, mais on l'utilise pour se mettre en forme. Très bon pour le cardio. Oui, bien sûr, oui. Mais comme tu disais tantôt, tu me demandais le cours, est-ce qu'on va vraiment frapper contre quelqu'un, quelque chose? Oui, mais ça, c'est à la fin du cours. Au début, tu commences par un réchauffement, donc ils nous font courir, sauter. Après, on va s'étirer au début du cours parce qu'on veut éviter les blessures, justement, vu que tu vas faire des grands mouvements de jambes et tout ça. Par la suite, donc, le professeur, il va te montrer comment faire les différents coups de pied, les différents coups de poing aussi. Et après, deux par deux, donc, il y en a un qui va avoir un coussin, puis il va avoir des gants aussi de protection. Et toi, tu vas pouvoir pratiquer les coups que tu as appris. Fait que c'est là que ça devient défoulant. Là. Tu le fais d'un bord, puis après, tu le fais de la gauche tu peux sortir toute ta frustration. Exactement. Mais ça reste quand même contrôlé, surtout que, moi, je peux te dire, j'ai même été raquée de dessous de pied. Ah oui? Oui, c'est la première fois de ma vie que je suis raquée de là. Et à la fin, bon, il donne aussi des exercices de musculation pour aller travailler ton tronc, donc la ceinture abdominale. Fait que tu vois, c'est quand même un cours complet. Fait que ça va par étapes. Et comme tu dis, c'est bon pour le cardio, mais c'est ça, c'est aussi, c'est un sport complet. En fin de compte, ça va te faire travailler tout le corps. Tu vas pouvoir tonifier, renforcer la musculation, mais aussi améliorer ta souplesse, l'équilibre, la coordination et bien sûr la capacité cardiovasculaire. C'est vraiment complet. Est-ce que c'est pour tous? C'est pour tout le monde, hommes, femmes, à partir de l'âge de 12 ans, par exemple, toutes les conditions physiques. Et j'ai appris quelque chose d'intéressant. Ça a l'air que les femmes, on est meilleures que les hommes pour le kickboxing. J'adore. Hein? C'est bien. Et tu sais pourquoi? C'est à cause de la souplesse. Quand on dit souplesse, c'est-à-dire que les femmes, nous, on a un meilleur contrôle, en fin de compte, sur notre corps, dans le sens qu'on sait quand relaxer ou quand aller contracter notre muscle disons, dans la bonne façon. Tandis que les hommes, ils vont tout le temps être contractés puis ils vont essayer d'aller le plus fort possible. Tandis que dans le kickboxing, il faut savoir relaxer et contracter au bon moment. Et ça doit être aussi un transfert de poids. Exactement. Et des jeux avec le corps aussi. C'est pas nécessairement de la force. Mais il faut de la souplesse parce que tu dois lever ta jambe quand même assez haut pour donner des coups de pied et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que les femmes, au début des cours, les femmes, on est meilleures que les hommes. Et qu'est-ce qu'il faut pour, justement, aller s'entraîner, faire du kickboxing? Des vêtements de sport comme d'habitude, mais il va falloir bien sûr des gants qu'on appelle des gants de sac et pour les poignets plus fragiles aussi des bandages qu'on va se mettre. On va te les prêter pour le premier cours d'essai, il n'y a pas de problème, même si tu prends une promotion d'un mois, tu vas pouvoir les avoir pendant un mois, mais si tu es vraiment intéressé par la suite, il va falloir les acheter. Okay. C'est nu-pied aussi, on n'a pas besoin de souliers de course pour pratiquer le kickboxing.
Si jamais tu veux vraiment avoir des souliers, il faut que ce soit des souliers adaptés comme des souliers de lutte pour ne pas endommager les tapis. OK, puis ça, on peut l'acheter dans les magasins de sport, mais est-ce que c'est possible de l'acheter au gym? Au complexe Le Phoenix, c'est là où tu peux l'acheter directement. Exactement, tu peux l'acheter directement avec eux. Puis je tiens justement à les remercier. Je remercie Alain, le propriétaire, puis Carl, qui est l'instructeur, justement, qui m'a donné le cours. C'est vraiment intéressant. Si vous voulez aller l'essayer, vous pouvez aller sur le site complexlephoenix.com pour avoir l'information, les tarifs, les horaires. Il faut vraiment l'essayer pour savoir si ça vous convient. Bien, excellent. Merci beaucoup, Roberta. Nos deux prochains invités unissent leurs forces afin d'amoindrir les effets néfastes de la pauvreté. Lui est conseiller municipal de la circonscription Duvernay-Pontvio et elle, directrice générale à la Société Saint-Vincent-de-Paul, François de Laval. Nous avons le plaisir de recevoir Janine Cousteau et Stéphane Boyer. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. En quoi vos missions se rejoignent-elles en tant qu'élus et en tant qu'actrice communautaire, on peut dire? C'est la mission d'aider les gens démunis dans notre secteur, les plus défavorisés de notre secteur, puis les personnes âgées qui sont dans le besoin au niveau logement, pour survenir à leurs besoins là, qui n'arrivent pas à tous les mois parce que les petits montants d'argent qu'ils reçoivent, ceux qui n'ont pas reçu des pensions de compagnie, qui ont juste la pension du gouvernement, ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ils n'arrivent pas, quoi. Non, ils n'arrivent pas. Là, la question se pose, Stéphane, en tant qu'élu, qu'est-ce que la Ville de Laval fait justement pour enrayer ces poches de pauvreté dans Laval? En fait, la Ville va intervenir de différentes façons, autant par des programmes formels que par des aides plus sporadiques, comme je vais faire avec Mme Cousteau pour s'associer pour aider son organisme. Donc, par exemple, beaucoup de personnes connaissent la taxe d'eau à Laval, qui autrefois, selon nos avocats, la Ville n'avait pas le droit de rembourser une taxe. Donc, ce qu'on a fait, on a transformé cette taxe-là en un programme de subvention au maintien à domicile. Donc, les gens vont continuer de recevoir leur chèque, mais ça va être une nouvelle visée qui va être donnée à ce programme-là. Il y a aussi, par entremise de l'Office municipal d'habitation de Laval, où est-ce qu'on a des logements sociaux. Oui. Ben, c'est une chose pouvoir subvenir aux besoins alimentaires, mais souvent, quand on est dans la pauvreté, c'est toute une tranche, toute une gamme, disons, de services aussi que la personne va avoir besoin. Donc, on va agir pour le logement avec l'Office d'habitation municipale. Et il y a des beaux projets aussi dans Pontvio, puisque Pontvio, c'est un quartier qui a besoin d'amour. Oh oui, beaucoup. J'ai déjà habité là, d'ailleurs. Hein? Et c'est ça. Donc, on veut lui donner une grosse dose d'amour. Donc, entre autres, un des projets, c'est avec la RUI, donc le programme de revitalisation urbaine intégrée qui est à Pontvio. On a fait un système de micro-bibliothèques. Donc, il y a plusieurs citoyens ou organismes qui ont adopté des micro-bibliothèques qui installent devant leur édifice ou leur maison. Et c'est un programme d'échange de livres. Entre autres, il y en a un à l'école Saint-Gilles où les jeunes peuvent aller chercher des livres chaque matin. Donc, c'est vraiment pour donner un accès, en fait, et un goût de la lecture aux jeunes. Et vous parlez de pauvreté. Il y a aussi la pauvreté engendre la pauvreté à la fois intellectuelle, à la fois au niveau des, je vous dirais, des rêves dans la vie. Ça a quoi comme image de la pauvreté pour vous, Janine? Disons, c'est une grosse... je trouve que c'est une grosse faiblesse là, que les gens ont. Ils veulent pas... sont trop gênés pour aller demander de l'aide. Mais nous, on est là pour répondre aux besoins, surtout au niveau de la nourriture, puis au niveau du matériel scolaire à la rentrée scolaire, puis pour les paniers de Noël. Ça, c'est nos trois grandes lignes là, pour lesquelles on travaille. Puis c'est une pauvreté qui existe énormément dans Pontvio. J'habitais à Pontvio il y a 30 ans. J'y suis retourné il y a 30 ans, enfin, il n'y a pas si longtemps, et j'ai pas vu de grande différence. Comment ça fait que ça change pas, au juste? Qu'est-ce qui change pas dans Pontvio, entre autres? Il y a un auteur qui a fait un livre très intéressant qui parlait en fait des quartiers plus défavorisés dans le monde. Et il montrait qu'il y avait deux types de quartiers. Il y a des quartiers où la pauvreté va s'enraciner et se reproduire de génération en génération. Et il y a d'autres quartiers qui vont être plus défavorisés, mais qui vont être un tremplin. Parc Extension est un bon exemple à Montréal où il y a beaucoup de pauvreté, mais les gens vont là, le temps d'avoir d'éducation, d'avoir accès à des services. Et d'avoir de meilleures ressources aussi. D'avoir des meilleures ressources et par la suite, ils vont changer de quartier. Donc, à quelque sorte, c'est un quartier qui a quand même une fonction, une utilité. À mon sens, Pontvio est peut-être un petit peu entre les deux chemins, à mi-chemin entre ces deux modèles-là, puisqu'il y a beaucoup d'organismes communautaires qui vont faire beaucoup de travail. Donc, pour moi, Pontvio, c'est un quartier riche. C'est un quartier qui est près de la rivière, c'est un quartier qui est près du métro, bon accès en transport commun, beaucoup d'organismes communautaires, puis qui a une belle diversité aussi culturelle.
Donc, à mon sens, peut-être que monétairement, c'est pas le quartier le plus favorisé de Laval, mais de par sa diversité puis de par ce qu'on peut y retrouver, c'est un quartier qui, en son sens, est riche. Oui. La pauvreté frappe une fois par année à notre porte, c'est souvent la Guignolée. C'est ça. Dans votre cas, ça va être le 23 novembre prochain. Oui. Vous vous attendez à quoi? On s'attend d'avoir au moins assez de personnes pour faire les 13 000 portes qu'on a à faire. Donc, vous parlez d'abord de bénévoles. Oui, de bénévoles. On travaille avec les enfants de la catéchèse, les grands de 12 à 14 ans. Puis, on fait un appel aux paroissiens aussi pour venir nous aider à avoir une voiture. Puis, on peut envoyer 2 jeunes avec eux autres pour faire des routes qu'on appelle, là. Puis, il y a la paroisse de Saint-Maurice aussi qui se joint à nous pour faire la guignolée à tous les ans. Et on se prépare comment, justement, nous, qui allons probablement répondre à cette porte? Bien, on a envoyé des circulaires à chaque porte pour dire la date et l'heure que les gens vont passer. Les gens vont être identifiés avec un dossard. Pas donné à n'importe qui. Non, c'est Ceux vrai. qui veulent donner... c'est surtout des denrées non périssables parce qu'on n'a pas de congélateur ou d'endroit où... Pas de facilité pour garder ça. C'est ça. Est-ce que vous réussissez à amasser assez pour durer toute l'année avec la guignolée? Oui. Parce que cette année, ça fait 3 ans qu'on ne fait plus de panier de Noël, qu'on ne donne plus de denrées. C'est des bons alimentaires. On peut ramasser un certain montant d'argent, puis on donne selon le nombre de personnes qu'il y a à chaque adresse. Est-ce que le problème est croissant ou en diminution? En fait, c'est un problème croissant à l'ensemble du Québec. La dernière étude qui est sortie par rapport à ça indique qu'il y a 1,6 million de Québécois qui vont faire des demandes aux banques alimentaires. Augmentation de 25 d'achalandage dans les différentes banques alimentaires du Québec. Et ce qui est le plus alarmant, c'est qu'il y a une augmentation croissante des jeunes. Donc maintenant, 37 de la clientèle des banques alimentaires sont des jeunes de moins de 18 ans. Et on voit de plus en plus de familles monoparentales. Donc, c'est un problème croissant, particulièrement depuis 3 ou 4 ans. Donc, de là l'importance de travailler ensemble, le politique et le communautaire. Vous allez me permettre aussi de mentionner le projet Sous-Zéro, où on donne des manteaux d'hiver à des enfants. Oui. Puis on est plein dans la période en ce moment où on peut faire ça. En tant que citoyen, je fais quoi pour vous aider? À la société? Vous pouvez nous donner des sous? Oui, on a toujours besoin de ça. C'est ça. Oui, les gens vont avoir un reçu d'impôt pour 20 $ et plus. Ceux qui les donnent, ils peuvent venir le porter n'importe quel temps au 9 rue Saint-Louis. Oui. C'est notre adresse. On est ouvert le lundi et jeudi matin de 10h à midi. Avez-vous le numéro de téléphone qu'on peut mentionner pour que les gens soit donnent de l'argent ou donnent des services? Oui, 450-490-9900. Puis je vais donner votre numéro de téléphone. Oui. Hein? Un conseiller, ça me souhaite occupé, allez-y. Appelez-moi 438-870-1110. Monsieur Boyer, Madame Cousteau, merci infiniment. Et sachez que vous avez toujours notre appui ici à la Enchanté, Monsieur Rémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant qu'on a bien protégé nos plantes pour l'hiver, Louise Arcan des Serres Sylvain Cléroux nous parle aujourd'hui des plantes dépolluantes. Effectivement, bonjour. Donc, on parle en fait de bioépuration, c'est ça? C'est à peu près ça. Dans le fond, on passe 80 de notre temps à l'intérieur de la maison. On ne peut pas ouvrir les fenêtres dehors, il commence à faire froid. Alors, c'est important de travailler avec des plantes. C'est le meilleur outil pour purifier l'air. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Il y a plein de produits dans nos maisons qui vont faire que c'est pollué. On peut avoir les détergents, même les carpettes, les meubles, les micro-ondes, la peinture. Il y a tellement d'éléments qui vont faire que notre air est moins pur. Et les plantes ont un microsystème naturel pour justement là, faire de notre air une air fraîche et bonne. Et est-ce que c'est toutes les plantes qui sont performantes à ce niveau-là? Il y a toutes les plantes qui ont un peu cette facilité-là, cette faculté-là, sauf qu'il y en a des meilleures que d'autres. Ça, c'est sûr que des plantes qui sont des championne. Et la championne de toutes les plantes, c'est le chlorophytum, qui c'est ici la l'araignée. Ça, la chlorophytum. Ah, OK, la plante l'araignée. Je pense que c'est plus connu sur le nom araignée. C'est une plante très, très, très facile. Elle est la championne. Elle a passé plein de tests. Vraiment, ça va aider l'air à purifier l'air. Ça va aider le chauffage électrique, justement, qui enlève l'humidité. Et une seule plante comme ça là, peut aider l'air là, pour un 10 mètres carrés dans la maison. Alors, si on a une plante par pièce, là, la maison devrait être aérée et bonne, là, avoir un taux d'humidité. Une plante par 10 mètres carrés. Oui, bien, ce que ça fait, justement, c'est que la plante va absorber là, la pollution. Ensuite, va le transmettre par le feuillage, la tige. Ensuite, va descendre au système racinaire. Et avec le microsystème de la plante, va la transmettre en humidité et qui va donner un 7
de plus d'humidité dans notre maison par une simple plante. La plante doit avoir besoin de lumière, j'imagine? Bien, c'est sûr que chaque plante, il faut savoir son besoin. Il y a des plantes comme le croton ici qui va aimer plus une lumière. J'ai ici l'anthurium qui est idéal pour la cuisine, qui va aimer la lumière, qui va enlever les effets de l'ammoniac, les détergents qu'on utilise. Alors, c'est sûr qu'on peut aller sur Internet et vraiment connaître chaque plante, les caractéristiques de chacune. Sauf que qu'est-ce qui est très important, si on veut qu'une plante soit efficace, bien, c'est comme nous, c'est un être vivant. Donc, il faut que la plante soit en santé et aussi qu'elle soit nettoyée. Alors, c'est important là, que ses pores ne soient pas là, vraiment bloqués. Alors, la nettoyer simplement avec de l'eau, éviter de prendre des produits chimiques, justement. La nettoyer avec de l'eau et la plante là, va être en mesure d'absorber, justement, là, les effets nocifs dans la maison. Est-ce qu'on doit lui parler, lui faire... Lui parler, c'est pas nécessaire, mais utiliser un bon terreau, ça, c'est très important parce que les plantes, il faut qu'ils soient en santé comme nous. Alors, si on veut être performant, il faut qu'on soit en santé. Les plantes aussi. Alors, on utilise un bon terreau, un terreau de plantes d'intérieur, bien entendu, un engrais, les vitamines qu'on a besoin, qu'on peut utiliser là, en période de croissance plus régulièrement, mais en période hivernale, les plantes sont plus au ralenti. Alors, une fois par mois, c'est suffisant de mettre un engrais pour nos plantes. Et le tour est joué, tout simplement. Je crois qu'on sous-estime le pouvoir des plantes, justement, parce qu'elles produisent la chlorophylle, la couleur verte, ça, c'est miraculeux pour la santé. Alors, j'ai pas de mal à croire que ça peut être bénéfique. C'est très bénéfique et plus que la plante est vigoureuse, plus qu'elle va être performante. Alors, si on a des grosses plantes comme les philodendrons, c'est vraiment efficace. Les monstera, les marginata, les syngoniums, les spathiphyllum, je pourrais vous en nommer tellement qui sont efficaces. Et plus qu'on a une grosse plante dans la maison, bien, plus qu'elle va donner du rendement. Bon, alors, une plante aux 10 mètres carrés, mesdames et messieurs. Exactement. Merci, c'était plaisir. Pourquoi doit-on protéger notre PC et comment attrape-t-on des virus? Aujourd'hui, Jean-Philippe Leroux nous fait la recommandation de quelques logiciels antivirus. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Amélie, ça va bien? Oui, très bien. Tu as l'air en forme. Écoute, toujours. La photothérapie, elle se passe bien, évidemment. Mon sourire parle du tout. Donc, comment on choisit un bon logiciel antivirus? Bien, ça dépend d'abord de l'utilisation qu'on fait de notre ordinateur parce que c'est différent de monsieur, madame, tout le monde. Chose certaine, en tout cas, ça vous en prend un. Il y en a qui ont à penser que c'est pas nécessaire, mais on n'est jamais à l'abri et de plus en plus, on cherche à protéger tous nos appareils à la maison, nos tablettes, PC, Mac, téléphone intelligent. Alors, c'est sûr et certain à la base que ça vous en prend un. Il y en a qui vont dire que pour des versions gratuites sur le net, ça suffit. Ceux qui s'y connaissent vraiment beaucoup en informatique, ça peut être suffisant, mais encore là, il faut combiner plusieurs logiciels antivirus et c'est pas tant que ça recommandé. Alors, à la place d'avoir affaire à un technicien pour remettre votre ordinateur sur le piton, comme on dit, et débourser quelques centaines de dollars, ou en tout cas un minimum une centaine de dollars, on est mieux d'investir. C'est sûr et certain, parce que c'est pas si cher que ça. Hein. On peut en avoir un antivirus à 30, 50, jusqu'à 100 dollars. C'est à répéter à chaque année, mais en même temps, c'est sans souci ou pratiquement, parce qu'on n'est jamais à l'abri à 100 %. Ce n'est pas une couverture complète. Dépend vraiment de l'utilisation qu'on fait d'Internet. Est-ce qu'on a une mise à jour gratuite à chaque année ou... Bien, c'est les versions qu'on achète. C'est ça qui arrive, c'est qu'on a une version différente 2014-2015 maintenant pour être sûr et certain que ça continue à vous protéger parce que si tu en achètes un et que l'année d'après, tu n'en achètes pas un autre, bien là, tu n'es pas couvert parce que des virus, il y en a des nouveaux à chaque année. Et je conseille tout de même d'aller en magasin et de dire aux représentants aux ventes qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur parce qu'il y a des logiciels qui vont offrir différentes couvertures. Je voulais quand même te dire les compagnies, les marques qui se distinguent, qui sont recommandées parce que tu as des versions qui peuvent te protéger pour 2 ans. Tu as des versions qui peuvent te protéger pour 1 appareil, 3 appareils, 5 appareils. Et là aussi, dépend avec les enfants à la maison. Alors, il y a certaines marques qui se distinguent et évidemment, tu vas être tenté de poursuivre avec cette même compagnie-là ou ce même antivirus-là si tu es bien servi puis que ça te protège bien année après année. S'il n'y a rien qui se passe de dramatique, bien, on continue comme ça. C'est ça. Et surtout pour ceux... Je suis sûre qu'il y a personne qui nous écoute à la maison qui font ça, mais ceux qui font du streaming sur Internet, ça peut être plus dangereux à ce moment-là. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas nécessairement que seulement sur les sites de pornographie qu'on peut attraper des virus. C'est vraiment partout. Hein? On veut chercher à sécuriser la navigation web à la base.
faut pas cliquer sur n'importe quoi. Il faut avoir une certaine notion, ça c'est la chose première, mais en même temps, où on peut attraper le plus de virus, ce sont sur des blogs de vos stars favoris. Ça peut paraître étrange, hein? Là-dessus, il y en a beaucoup. Ouais. Oui, sur des sites de téléchargement, mais des sites pirates. Ou ceux qui downloadent des MP3. En fait, on peut toujours en attraper des virus, c'est pas compliqué. On n'est pas à l'abri. Sur des sites aussi de diffusion pirate de parties de sport, je pense à la boxe ou au UFC, ceux qui veulent pas payer 50 $ pour un gala vont aller rechercher ce qu'il y a disponible en diffusion sur le net. Là, on est en danger. Oui, quand même sur la pornographie et beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux avec des liens sur Facebook, sur Twitter. Vous voyez des choses étranges où le lien vous demande de faire quelque chose d'étrange. Pensez-y un peu avant de cliquer dessus parce que d'un simple clic, on peut attraper un virus. Et on parle de plusieurs virus, là, des trojans, des spyware, logiciels publicitaires, des vers, l'hameçonnage, cheval de Troie. Il y a toute une gamme de virus possibles. Et est-ce que autour de 100 $, comme tu disais, c'est un prix raisonnable? Ah oui, facilement, et même moins que ça. Et celui-là qui est à conseiller pour plusieurs, Bitdefender, c'est celui qu'on conseille édition 2015. Celui-là, de par la qualité de ses défenses qui sont nombreuses, assez complet comme version, ça serait le meilleur rapport qualité-prix cette année et gagne en popularité ce logiciel-là. Si je veux t'en mentionner un deuxième, Kaspersky, je trouve tellement que c'est pas facile à prononcer pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais on dit que celui-là serait le plus évolué et le plus facile d'emploi. Alors, si vous achetez ça, vous vous trompez pas. E7 aussi arriverait en 3e position. Mais si on veut se satisfaire de versions gratuites, Avast et AVG seraient les deux les plus reconnus, mais c'est pas complet comme couverture. Alors, à vous de faire le choix. Vraiment pas. Et en terminant, pour les utilisateurs de Mac... On peut en attraper quand même des virus aussi. Okay. Ça, encore là, on a l'impression qu'on est couvert, mais c'est pas vrai parce que c'est de plus en plus répandu, Mac, en fait. Alors, on peut s'offrir aussi une belle couverture antivirus. Je te dirais que, par contre, pour le téléphone cellulaire, c'est peut-être pas nécessaire, juste de faire attention à ce qu'on fait avec. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, Amélie, fait plaisir. Qu'ils aient des plumes, des poils ou des écailles, ils sont des millions à rendre notre vie plus agréable. D'ailleurs, les 29 et 30 novembre prochains aura lieu la 15e édition du Salon national des animaux de compagnie. Pour nous en parler, nous recevons à la fois un éleveur et le copromoteur de ce salon. Il s'agit entre autres de Michel Beausoleil et de Corey Codney. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Rémy. Bonjour. Bienvenue à Laval et compagnie. On parle de 600 000 visiteurs depuis 15 ans ou 14 ans, en fait. Effectivement. Depuis le début, il y a plus de 600 000 visiteurs qui ont visité nos 3 salons, soit Montréal, Québec et Sherbrooke. C'est vrai, vous en avez 3 maintenant. C'est ça, mais Montréal étant le plus grand des 3, là. Vous êtes éleveur? Oui. Basé ici à Laval? Non, à Bellefeuille. À Bellefeuille. Et le chien, et d'ailleurs, on va le montrer à l'écran, que vous élevez, est un chien que j'avais jamais vu. Pouvez-vous nous le décrire un petit peu? Bien, c'est un chien qui vient de la Russie. Dans le fond, c'est un berger du Caucase. Berger du Caucase qui est un chien de troupeau. Un chien aussi qui a servi aussi à tuer des loups dans le temps. Puis qui a aussi fait l'armée russe. Et pourquoi est-ce qu'on... J'avais jamais vu un chien comme ça. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est élevé ici au Québec, sûrement? Ça va faire seulement 5 ans, puis je suis le seul éleveur qui est au Québec. Et vous allez être au salon, bien sûr, national des animaux de compagnie. Bien sûr. À votre salon, est-ce que vous devez réinventer la recette ou elle fonctionne déjà très bien et vous continuez d'année en année? Disons que sans la réinventer, on l'améliore d'année en année. Exemple, cette année, ça va être une nouveauté à Montréal. Il y a une compétition de chiens plongeurs. C'est des chiens qui sautent dans des piscines. Ça s'est jamais vu à Montréal encore. Et à chaque année, on amène de nouvelles activités comme ça. Mais il y a des activités qui demeurent parce qu'elles sont très populaires, comme des concours d'agilité, des concours de jugement de chat. Ça, les gens aiment beaucoup ça, en plus de tout le reste qui est déjà dans le salon. Est-ce que le rapport entre l'animal et l'homme a changé, selon vous? Est-ce que on est plus... Moi, je dirais plus intelligent envers nos animaux, d'une certaine façon? Oui, on est plus, je vous dirais, sensible à eux qu'autrefois. On est plus rapproché aussi à eux en même temps. Ce type d'animal, celui que vous élevez, je veux dire, on peut pas avoir ça dans un appartement, ça c'est clair. Non, parce que c'est sûr et certain qu'il prend quand même une certaine place, mais on doit dire aussi en même temps que c'est un chien qui est moins actif que des petites races. C'est plus ce qu'on appelle un chien de sofa.
Malgré qu'il prendrait ça le prend tout un sofa. On s'entend là-dessus. Parlons justement de la taille des chiens. Est-ce que vous voyez que les gens adoptent des chiens de plus en plus petits? Non, pas du tout. Au contraire, les gros chiens sont très populaires. Les gens qui veulent réduire de format vont plus aller vers des chats. Si vous regardez, par exemple, vous parlez d'appartements, il y a beaucoup de plus en plus de gens qui vivent en condo. Alors, ces gens-là se dirigent plus vers des chats qui est plus apte à avoir un style de vie en condo. Mais les gens demeurent encore très fervents des grands chiens comme ça. Et quel est l'animal domestique qui décline un peu dans le goût du public? Je vous dirais qu'il y en a. C'est peut-être un peu les oiseaux, mais il y a de nouvelles races aussi, comme de nouvelles espèces comme les cochons miniatures qui sont très populaires au salon. Et de plus en plus, les gens veulent les adopter parce qu'ils présentent des qualités importantes pour des gens qui ont, exemple, des appartements ou des petites maisons. Mais l'animal de compagnie n'est pas en déclin en général, au contraire. Maintenant, on a toutes sortes d'animaux dans une maison. On peut avoir des reptiles, on peut avoir des rats, on peut avoir des lapins. On peut avoir quoi d'autre d'assez exotique? Bien, vous avez toute la famille des rongeurs. Vous avez... Il vous écoute pas, votre chien, hein? Non, il est en train de faire la tournée, lui, là, tranquillement, mais sûrement. Donc, vous disiez, excusez. Bien, essentiellement, vous regardez, plus de 50 des propriétaires d'animaux, c'est des chats. Here. Ensuite, vous avez les chiens et on demeure avec les oiseaux, les rongeurs et les reptiles. Ici, au Québec, nous avons quelques 2000 éleveurs dans des usines à chiots. Vous savez que c'est un gros problème. Comment est-ce que moi, je fais en tant que consommateur pour savoir que le chien que j'achète ne vient pas justement d'une de ces usines à chiots? La première chose qu'on doit vraiment faire pour adopter un chien, c'est d'aller voir chez l'éleveur, d'être sûr et certain que c'est conforme, d'être sûr et certain que qu'est-ce qu'il vend, c'est vraiment qu'est-ce qu'il dit. D'être sûr que c'est pas dans un garage... pas connexe à la maison. Parce qu'un élevage, c'est supposé de se faire vraiment à la maison. Et c'est comme ça qu'on va avoir une bête de meilleure qualité. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Donc, on va pouvoir vous voir au salon, bien sûr, Salon national des animaux de compagnie, avec votre petite bête qui s'appelle comment déjà? Zando. Zando. Zando, viens en Zando. Ouais, mais il est en train de passer en dessous de notre décor. Il l'a arraché. Il a vraiment arraché une partie de notre décor, mais ça, c'est correct. Alors, le Salon national des animaux de compagnie aura lieu les 29 et 30 novembre de 10h à 19h et le 30, c'est de 10h à 18h à la place Bonaventure. Et sur place, il va y avoir, bien sûr, des chiens, pas tous aussi gros que celui-là, des chats, des oiseaux exotiques, reptiles, rongeurs, lapins, poneys, des animaux de ferme, compétition d'agilité canine et même chiens plongeurs. Si vous voulez avoir des détails, vous allez sur snac.ca. Monsieur Beausoleil, Monsieur Codney, merci de votre visite à Laval et compagnie. Merci beaucoup, M. Rémy. Merci beaucoup. Bienvenue, mon nom est Stéphanie Grégoire. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme de 24 ans qui, pour avoir fait preuve d'un courage remarquable dans le but de sauver une vie, a reçu le 19 octobre dernier un certificat de sauvetage de vie remis par l'honorable Pierre Duchesne, lieutenant-gouverneur du Québec. Bonjour Stéphanie Paquette. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour cet exploit quand même assez remarquable. Merci. J'aimerais en fait que tu nous mettes un peu dans le contexte là, de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement là, lorsque tu as sauvé, tenté de sauver en fait la vie là, de la personne? C'était en fait le 28 juin dernier à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Je me dirigeais avec des amis en voiture justement vers un chalet pour passer une fin de semaine entre amis. Puis, disons qu'un motocycliste dans la voie, dans le sens inverse, m'a signalé de ralentir après la courbe. Okay. Il semblait y avoir un peu, justement, de perturbation. En arrivant sur les lieux, j'ai vu, oh, oui, OK, il y a plusieurs autos arrêtées. Donc, je suis descendue de mon véhicule. Puis, j'ai pris ma trousse. Je suis allée sur les lieux. Tu as toujours une trousse avec toi dans la voiture? Oui, c'est ça, toujours une trousse avec moi. Puis, finalement, en arrivant sur les lieux, justement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de gyrophare. Donc, les paramédics n'étaient pas encore arrivés. Et il y avait déjà certaines personnes qui étaient autour de la victime, qui étaient en train de faire les manœuvres de réanimation. Donc, je me suis présentée en tant que première répondante, puis ils m'ont laissé, en fait, la place. Ils m'ont fortement aidée quand même. Tu as commencé les techniques de réanimation? Oui, effectivement, en voyant qu'elle n'avait pas de pouls. Parce que la personne était quand même inconsciente lorsque tu es arrivée sur les lieux? Oui, inconsciente, sans pouls.
C'était une motocycliste, en fait, qui a rencontré une fourgonnette. En fait, c'était une collision frontale. Puis, il y avait une femme qui est arrivée, qui est venue m'aider aussi. C'était une infirmière en réanimation. Donc, on a pris en charge la situation à deux. Par la suite, les paramédics sont arrivés. On a continué pendant un certain temps. Combien de temps, à peu près? Ça paraît toujours plus long, hein? En fait, mais je dirais, dans la réalité, ça a peut-être pris un 7-8 minutes, pas plus, avant que les paramédics arrivent. Puis toi, est-ce que tu as hésité sur le coup pour y aller? Est-ce que ou ça a été vraiment spontané? Tu t'es dit, moi, je dois vraiment commencer les manœuvres pour essayer de réanimer la personne inconsciente? Oui, en fait, aussitôt que je suis arrivée en voiture, puis que j'ai comme senti qu'il y avait eu un accident, j'ai fait OK, il faut que j'aille voir. Mon copain m'a dit OK, tu veux ta trousse? Oui, go, je la prends, prends les clés, occupe-toi de la voiture. Occupe-toi. Puis je suis partie en courant ce qu'il faut pas faire parce que je suis arrivée essoufflée. Puis tu as suivi le cours de RCR, toi, Oui, tu as déjà suivi ça. Oui, le cours de RCR. Donc, ça t'a aidé un peu pour tes manœuvres, là, oui, les manœuvres, la prise de situation, la prise en charge de la situation d'urgence. C'est avec Ambulance Saint-Jean. C'est un cours, en fait, de premier répondant médical avancé. C'est une formation continue, puis on se renouvelle finalement à chaque année. Donc, ce secours-là, en fait, peut quand même aider. Des fois, on n'est pas certain si ça peut aider à nos manœuvres là, sur le moment d'un accident, d'un vrai accident. Oui. Donc, toi, ça t'a vraiment servi là, à quelque chose de prendre ce cours-là. Oui, sûrement, oui. Puis, le certificat, en fait, que tu as reçu, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as envoyé une lettre? Est-ce que c'est un collègue? Comment ça fonctionne? Oui, justement, sincèrement, je ne savais même pas que ça existait. Okay. Puis, c'est un de mes collègues, Dany, de la brigade de Laval, qui m'a appelé en me demandant ma permission, à savoir s'il pouvait justement soumettre mon nom pour souligner finalement cette action-là. J'ai été super flattée, en fait, de sa proposition. Donc, j'ai accepté, l'a soumise. Puis toi, quand tu as reçu le certificat, j'imagine que tu devais être quand même assez fière là, de... Oui, c'était... en fait, j'ai eu de la misère, on dirait, à l'accepter que j'avais fait ça, mais en même temps, c'est un peu le même principe qu'on reçoit des récompenses, mais dans des circonstances que ce n'est pas nécessairement dans les meilleures circonstances. Parce qu'on rappelle que, en fait, la personne n'a malheureusement pas survécu à l'accident. C'est ça. Donc, toi, par rapport à la vie, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de voir que la vie est aussi fragile comme ça? Oui, ça c'est sûr. Le fait, en fait, de juste voir, d'être témoin d'un accident comme ça, c'est une fraction de seconde. C'est du tout au rien. Puis ça peut être de n'importe quelle manière. On peut décéder n'importe quand, n'importe comment. Puis même si on se dit « Oh non, je ne ferai pas de la moto car c'est trop dangereux », il y en a quand même qui décèdent, par exemple, en vélo parce qu'ils se font happer par une voiture. Donc, c'est juste une question de profiter de tout. De la vie à fond. Si on a envie de prendre des cours de moto, qu'on prenne des cours de moto puis qu'on en profite. Peu importe ce qui arrive, ça peut arrêter toujours au lendemain de n'importe quelle manière. Donc, juste d'en profiter. Puis de voir aussi ce que ça cause à l'entourage autour, c'est ça. Son conjoint était sur place. J'ai vu, en fait, dans l'état qu'il était. C'est ça aussi qui m'a traumatisée. C'est de voir l'impact que ça a. Donc, juste en profiter. Juste en profiter. Voici le mot de la fin. Donc, juste en profiter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis félicitations encore une fois. Merci. Sorti le vendredi 7 novembre dernier, le film de science-fiction Interstellar risque de faire des ravages au box-office parce qu'on sait que le beau Matthew McConaughey a la touche magique ces dernières années. Nicolas Vincent Poirier, est-ce que c'est toujours le cas? Le film est excellent, pas juste à cause de Matthew McConaughey. Anne Hathaway aussi est excellente dans son rôle, mais c'est aussi grâce au réalisateur Christopher Nolan, à son frère qui est scénariste, qui a écrit le scénario, Jonathan Nolan. Et ce film-là, ça fait des années qu'il est en préparation. Ça a pris 3 ans juste écrire le scénario. Ça a pris plusieurs années, mais au départ, ce film-là a commencé en
1997, pendant qu'il était en train de faire le film Contact, qui avait justement Matthew McConaughey aussi dedans, ces deux films-là sont basés sur des théories de Kip Thorne, qui est un physicien. Et à partir du film Contact, Kip Thorne a travaillé avec une productrice pour écrire un synopsis d'un film qui est interstellaire. Et à un moment donné, Steven Spielberg est tombé là-dessus et là, il a dit « OK, je veux faire ce film-là ». Il a engagé en 2006 Jonathan Nolan pour écrire le scénario. En 2012, il a dû laisser tomber le projet et c'est là que Christopher Nolan est embarqué dans le film. Là, tu dis que ça a commencé tout en 97, donc ça fait comme 17 ans... Ça fait 17 ans en production. Ça fait un bon bout de temps. Ça fait pas 17 ans en production, mais au départ, ça a commencé avec un petit synopsis pour une histoire et finalement... ça se retrouve aujourd'hui un gros film, 165 millions de dollars. Et jusqu'à date, en 3 jours, ils ont atteint 132 millions de dollars. Mondialement. Donc, mondialement, c'est ça. En fin de semaine, le film est arrivé au numéro 2 en Amérique, derrière les nouveaux héros. Mais je pense que la semaine prochaine, le film peut se retrouver au numéro 1 parce qu'il va faire compétition avec La Cloche et l'Idiot. Puis, une comédie, un film de science-fiction, ça sépare pas vraiment le public. Ça dépend un peu de notre humeur. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à un film avec vraiment beaucoup d'action, des explosions, tout ça, mais non, c'est vraiment un rythme lent, c'est comme une ambiance. J'imagine que Nolan voulait créer une atmosphère plus que d'autres choses. Je peux pas dire grand-chose sur l'histoire du film parce que moi, j'ai été surpris dans presque tout le long du film. La seule chose que je peux dire, dans le fond, c'est que ça se passe dans un futur où la Terre est en train de mourir et l'humain aussi, on est en train de mourir lentement mais sûrement. Il y a des espèces de gros nuages de poussière qui arrivent et puis on a des gros problèmes de santé à cause de ça. Et le personnage qui interprète Matthew McConaughey, il est engagé pour partir trouver une nouvelle planète pour les humains. Et c'est à partir de là que la théorie de Kip Thorne embarque, parce que lui, il a fait des théories qui expliquaient justement qu'on peut faire des voyages interstellaires interdimensionnel. Je sais pas comment l'expliquer. C'est ça, à travers différentes dimensions. C'est ça, oui. Très rapidement. Et c'est justement une bande d'astronautes qui partent à la découverte de d'autres mondes pour nous. Le film est long, il est très long, il est presque 3 heures. 3 heures? Presque 3 heures. Et t'as pas eu de malaise durant le film à rester assis pendant 3 heures? Non, contrairement, mettons, à Gravity, l'année passée, où là, tu as un malaise parce que c'est un astronaute dans l'espace qui doit trouver le moyen de retourner sur Terre. Dans ce cas-là, c'est un peu différent, mais juste les effets spéciaux, je trouve que sont absolument géniaux parce que Christopher Nolan, lui, ce qui priorise, c'est le côté réaliste. Donc, les vaisseaux spatials, il les a créés pour de vrai, en miniature, bien sûr, mais des miniatures de 50 pieds. Quand même. OK. Pas comme dans Gravity où tout était filmé avec un écran vert. Absolument pas. Et pour que les acteurs jouent de la bonne façon, ils ont créé l'intérieur des vaisseaux spatiaux et à l'extérieur, ils ont fait les effets spéciaux avant, donc ils étaient capables de montrer l'espace aux acteurs, donc ils pouvaient vraiment réagir. C'est plus facile pour jouer, effectivement. Ça ne devait pas être évident avec un écran vert et imaginer le décor. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'uniquement pour les effets spéciaux, Kip Thorne a supervisé un peu selon ses théories à lui. Et ce que ça donne, ils ont été obligés de créer un programme pour faire une map de l'espace. Et certains des effets spéciaux ont pris jusqu'à 100 heures pour faire un rendu seulement. Ceux qui s'y connaissent en montage comprennent que c'est extrêmement long. Et il y a, uniquement pour les effets spéciaux, on parle de 800 terabytes d'espace que ça a nécessité pour les effets spéciaux. On parle de 800 000 gigs. C'est ça. De là, le budget de 168 millions. Donc, d'ailleurs, je crois, si je vois dans tes notes, 20 millions pour le réalisateur seulement. Oui, tout à fait. À peine. Alors, on imagine Matthew McConaughey, son salaire. 35, je te dirais. 35 millions environ, tu dis ça comme ça? Environ. Moi, je pense que ça doit être ça. Bon, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème à faire ses cadeaux de Noël. Merci beaucoup, Nicolas. On se voit la semaine prochaine.
Eh bien, voilà qui conclut notre émission de cette semaine. Si vous êtes une industrie, un commerce, une association, un regroupement, une fédération, vous aimeriez faire parler de vous ou bien de vos événements, bien, rien de plus facile. Oui, vous pouvez communiquer avec nous, soit par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, rien de plus facile. Elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Alors, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, notre équipe de production et de réalisation. Et en terminant, une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Amélie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? La semaine prochaine. Il en reste juste toi, hein? Je pense après, ouais, c'est ça. OK, bonne semaine tout le monde. Profitez-en bien.